BFM Business et 01net.com présentent Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. C'est reparti pour le pitch comme tous les lundis soirs à la télé et à la radio. Premier invité ce soir, c'est Mike Desjardins d'Utility. Mike, bonsoir, bienvenue. Merci d'être là, vous êtes prêts ? Tout à fait. Pas trop impressionné, ça va ? Ça va. Bon, face à vous, donc, deux jeunes investisseurs ce soir. Avec nous, donc, Blackfin Capital et sa directrice des investissements, Gabrielle Thomas. Gabrielle, merci d'être là, de revenir nous voir dans le pitch. Bonsoir, bienvenue. Sébastien. Jean de la Roche-Brochard, associé de Kima Ventures, le fonds le plus actif au monde, messieurs, dames. Bonjour. Jusque-là. On verra en fin 2018. Mais... Ouais, c'est le business angel le plus actif du monde, Xavier. Ouais. C'est quoi, 2-3 investissements par semaine ? C'est ça. Sur des tickets de combien en moyenne, Jean ? 150 000 en moyenne et parfois quelques millions, ça dépend. Je pense que l'année dernière, on a dû investir pas loin de 30 millions au total. Et 2018 ? Vous êtes sur quelle Ah non, mais l'année dernière, tendance, c'est 2018, je suis désolé. Ah oui, les gens 2019, genre. C'est le futur. Alors que oui, jusqu'en mars, j'ai encore avoir des gens qui me parlent de 2018, pensant qu'on est... Voilà. Bref, on va démarrer avec Utility, et puis il cédera sa place, Mike, tout à l'heure, dans 10 minutes. Un second investisseur, ce sera Jean-François. Mais d'abord, Mike, première proposition donc pour vous, Gabriel et Jean, les investisseurs. Et une fois que les 2 minutes seront passées, vous échangerez tous les trois. Évidemment, les VC prennent la parole quand ils veulent. Mike, 120 secondes donc pour vous, on vous écoute. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, du coup, c'est utili.fr. En fait, donc nous, on est une plateforme de mise en relation qui est spécialisée en fait dans le déménagement. Donc en fait, l'optique, c'est vraiment de mettre en concurrence des transporteurs professionnels et particuliers qui vous proposent directement leur tarification pour effectuer votre déménagement. Donc en fait, nous, on se positionne comme tiers de confiance sur vraiment l'encadrement total de la plateforme. Donc typiquement, on va partir sur un process de sécurité complet. On va vérifier en fait les identités des transporteurs chez nous. Donc en particulier, ça va partir de la carte d'identité au permis de conduire jusqu'à la carte grise de son véhicule. Les professionnels, nous allons vérifier l'intégralité des documents qui concernent en fait leur société, donc capacité de transport, cabis, etc. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un niveau de sécurité encore plus poussé. Donc typiquement, quand vous payez sur notre plateforme, vous payez l'intégralité en fait du montant du déménagement. Nous allons le sécuriser jusqu'à la fin du transport. Également, nous vous proposons en fait un suivi en temps réel donc de votre transporteur. Et nous avons un gros partenariat avec AXA France, en fait, qui assure la totalité des marchandises transportées pour la casse, le vol et l'incendie. Donc en fait, typiquement, comment on a eu cette idée, c'est que je fais de la colocation depuis des années. Et en fait, je me suis rendu compte que le déménagement, c'était vraiment quelque chose de vraiment très générateur de cash. Ça coûte très très cher de déménager. Et du coup, c'est une grosse problématique qu'on essaye de résoudre. Et il y a un gros problème sur la sécurité. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de créer une plateforme qui regroupe différentes catégories de déménageurs pour pouvoir arriver sur un coût financier plus bas. L'historique, on a justement été lancé à Station F donc, en février 2018. Maintenant, après 9 mois de mise en ligne, on a fait 120 déménagements, dont plusieurs internationales. On a déjà fait un volume d'affaires supérieur à 40 000 €. On a en fait vraiment une logique de pouvoir développer notre modèle sur d'autres villes de France pour en fait pouvoir réduire encore le coût en finalité du déménagement. Donc si on prend un exemple typique d'un déménagement longue distance, un Paris-Cannes, la majorité des prix chez nos concurrents, ça va être 2 500 €. Sur utili.fr, ça va être 1 200 €. Donc on arrive déjà après 9 mois à être moitié moins cher que nos concurrents. Et le but, c'est qu'en dupliquant ce modèle sur d'autres villes, on arrivera encore à réduire le coût et du coup à avoir un coût vraiment très bas pour nos clients. Et c'est terminé. Utili, pardon, j'ai écorché le nom de votre entreprise, donc Mike. Première question, je ne sais pas qui veut se lancer, Gabriel ou Jean. Après toi. Allez, Gabriel. Tu parlais de déménagement à l'international et de Paris-Cannes. Aujourd'hui, est-ce que ça existe juste en région parisienne et quelle est la stratégie géographique justement ? Je pose cette question aussi pour savoir comment est-ce que la plateforme compte tirer profit des trajets retour, par exemple. Alors en fait, à l'heure d'aujourd'hui, nous on est positionné au départ de l'Île-de-France, sauf qu'en fait, l'avantage des marketplaces, c'est qu'on peut aller donc sur différentes villes assez rapidement. Donc du coup, on a déjà les 120 déménagements sont effectués en grande partie donc sur la totalité de la France, avec différents points de départ et différents points d'arrivée. On a des points d'arrivée qui arrivent déjà à l'international, donc Suisse, Luxembourg, Belgique, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et en fait, sur le côté des retours à vide, c'est là où les transporteurs professionnels nous apprécient également beaucoup, malgré que nous travaillons également avec des transporteurs particuliers. C'est qu'en fait, quand un transporteur pro fait un déménagement de Paris à Bordeaux, il n'a pas forcément fait de retour. Et nous, notre logiciel est développé un petit peu dans ce sens pour pouvoir lui pousser directement les trajets retour. Donc du coup, ça permet vraiment d'arriver sur une prestation complète avec un gros niveau de sécurité et un prix très bas pour notre client. Jean. Comment vous êtes connu avec vos cofondateurs ? C'est une histoire assez particulière. J'ai été rencontré, j'ai été à un meet-up qui s'appelait Trouve ton développeur. Donc je suis reparti avec mon développeur
pour mon premier associé. Et le deuxième, j'ai trouvé sur Le Bon Coin. J'ai mis moi-même une petite annonce dessus, il a répondu dessus et en fait ça a extrêmement bien matché. Et on a mis 2 ans à développer la plateforme volontairement pour en fait pouvoir dupliquer le modèle de la marketplace sur d'autres secteurs. Donc ça c'est une logique un petit peu plus software qu'on a. C'est-à-dire d'autres secteurs? On peut en fait, la logique de la marketplace de pouvoir faire cette mise en relation avec un niveau de sécurité, une automatisation et une scalabilité, on l'a tout de suite en fait développé et intégré dans la conception de notre plateforme pour pouvoir en fait potentiellement un jour aller sur d'autres secteurs. Comme quoi? Ça c'est quelque chose qu'on garde encore un petit peu en off, on pourra en discuter un petit peu hors du plateau. Ça l'intrigue, Jean, là. Ouais, je suis intrigué, bien sûr, il veut pas tout dire. Il a raison, il est bon, il est bon. Là. Très bien. Comment tu trouves tes clients? Je les trouve directement via un petit peu la logique de j'ouvre mon ordinateur et je vais sur Google. Donc on fait beaucoup de Google AdWords, ça c'est quelque chose qui tourne beaucoup. Combien ça coûte? Ça coûte assez cher, mais en fait on a beaucoup de chance, c'est qu'on commence à avoir de la récurrence, c'est-à-dire qu'on fait le déménagement d'un de nos clients et il revient en fait sur un transport un petit peu plus courte distance. Donc du coup on a un repeat qui se fait alors que sur le déménagement c'est un petit peu complexe normalement. Et après on est vraiment une technique d'acquisition qui va être vraiment liée au SEO. Donc c'est vraiment le but d'avoir du monde qui vient sans justement aller sur des Google AdWords. Et c'est plus difficile de trouver des déménageurs ou des déménagés? C'est un petit peu les deux, mais c'est vrai que les deux viennent assez facilement. On a un petit peu de la chance de ce côté-là. Les déménageurs, c'est un bouche à oreille entre eux, parce que dès l'instant où on peut faire un déménagement longue distance, c'est quand même un complément de revenu assez conséquent. Donc du coup, ils viennent d'eux-mêmes. Et les clients, c'est un peu la même logique. Quand on fait un Paris-Cannes pour 1 200 € à la place de 2 500 €, en fait, c'est vrai qu'il y a un bouche à oreille viral qui se crée assez rapidement. Et à la place des déménageurs professionnels, tu as d'autres concurrents? Des plateformes comme toi? Oui, il y a d'autres concurrents. Donc, je dirais que le plus gros, ça va être Le Bon Coin, pour le citer. Sauf qu'en fait, il y a une grosse problématique sur la sécurité. Et c'est en fait là où nous, on a un gros intérêt, c'est vraiment de pouvoir structurer l'intégralité du parcours client et d'être en fait plateforme tiers de confiance avec notre utilisateur. On a encore 2 minutes. Vas-y. Par rapport aux acteurs allemands qui se sont développés, il y en avait 2, il y avait Movinga et un autre. Oui. Comment vous situez par rapport à eux? C'est quoi la différence? En fait, à long terme, je pense que si on arrive à se positionner sur vraiment à dupliquer notre modèle sur d'autres villes de France, on pourrait peut-être être englobé dans une logique d'expansion pour eux sur ce domaine-là précisément. Donc on a quand même une différenciation qui est vraiment d'avoir des transporteurs particuliers et professionnels qui proposent directement leur tarification et non une offre déjà établie qui justement fait en sorte que le client paye le plus possible. Chez nous, c'est tout l'inverse. Le client paye le moins possible. C'est quoi votre commission? 16%. C'est une commission complètement fixe, quelle que soit la distance. C'est complètement fixe à l'heure d'aujourd'hui. On est en train de réfléchir à créer une deuxième ligne de revenus qui est qu'en fait, tous les gens qui déménagent changent tous les éléments liés à l'énergie chez eux. Et du coup, ça, les acteurs dans ce domaine-là, en fait, ont un coût d'acquisition très, très élevé. Et du coup, nous, on a des demandes très qualifiées pour cela. Donc, on est en train de réfléchir à multiplier un petit peu les lignes de revenus chez nous. Ultime question, Gabriel. Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui et quelles sont les compétences clés? On est 4 à temps plein, 2 sur la partie commerciale, 2 sur la partie développement. Donc mes 2 associés sont justement sur la partie développement. On a l'interface web qui est également disponible sur mobile et une application pour nos drivers où en fait on peut suivre en temps réel l'avancée de leur transport. D'accord. Jean? Écoute, je pense que ça va être super intéressant de voir surtout comment les gens s'en parlent entre eux. Parce que le déménagement, le problème c'est que c'est un one-off, on utilise le service une seule fois ou tous les X temps. Mais on recommande, c'est le genre de truc qu'on recommande. Tiens, j'espère. J'en connais un bon. J'espère, voilà, mais c'est vrai que c'est difficile, donc il faut trouver une source d'acquisition client qui soit suffisamment profonde pour avoir énormément de clients, quoi. En fait, l'avantage c'est que certes, il y a peu de repeat sur un business comme le nôtre, mais le panier moyen est tellement élevé que justement, en fait, ça, on peut se permettre de les acheter, les clients. On peut se permettre un petit peu, en effet. Et c'est surtout que, comme j'indiquais, ils utilisent en premier lieu notre plateforme sur la partie déménagement et puis ensuite ça va être plus sur le transport du meuble de Ikea où en fait ils réutilisent notre service parce qu'ils ont été satisfaits du premier service. Concurrent de Trusk, intéressant. Et le panier moyen sur un court trajet effectivement pour déménager une armoire Ikea? Une armoire, on va être sur un panier moyen à 60 € à peu près. Et sur un déménagement longue distance, on va être sur du 1 200 €, là où nos concurrents sont à 2 500 €. Le fameux Paris-Cannes, même qualité. Vous avez cité à plusieurs reprises. Merci Mike, donc on se retrouvera dans 10 minutes après le second pitch qui lui arrive dans un instant. Courte pause, 21h11, c'est le pitch comme tous les lundis soirs, 2 investisseurs face à 2 entrepreneurs. À tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poileau.
Allez, second pitch, comme tous les lundis soirs, nous écoutons deux entrepreneurs qui viennent pitcher comme cela, sans filet, en direct, oui, à la radio, à la télé. C'est Jean-François Faure qui nous rejoint à présent. Jean-François, bonsoir. Bonsoir. À la tête de Veracash, que vous avez créé, je sais pas, monté il y a quelques temps. Fondé, voilà, on peut le dire. Il y a quelques temps, je ne sais pas quand d'ailleurs, mais vous avez. En 2015. Vous auriez pu laisser suspense, mais vous le dites maintenant. Alors, voilà, il veut bien occuper l'espace des 2 minutes pour dire ce qu'il avait dans pris. le titre de sa boîte. Jean-François, donc 2 minutes, et après, donc, Gabriel Thomas de Blackfin Capital et Jean de la Roche-Brochard de Kima Ventures vont vous interroger comme ils l'ont fait avec Mike, et puis on rappellera Mike d'ailleurs dans les 5 dernières minutes pour avoir leur verdict, entre guillemets. C'est parti. Ok. Donc Veracash est une monnaie d'échange basée sur les métaux précieux. Sa nature intrinsèque est de sécuriser en cas de crise. On a réussi à la faire évoluer de manière à permettre de ne pas avoir de frais lorsqu'on envoie de la valeur d'un pays à un autre, et ça de manière instantanée. Donc notre cible aujourd'hui, ce sont les particuliers, les entreprises, les groupes. Nous on est parti en fait d'un constat, c'est que depuis 20 ans, envoyer une information d'un endroit de la planète à un autre, c'est gratuit, c'est instantané, et ça me semblait anormal qu'aujourd'hui ça soit encore compliqué et payant ou plutôt lent d'envoyer de la valeur d'un pays à un autre, surtout quand il y a un changement de devise. Pourtant aujourd'hui c'est un vrai marché, il y a 100 millions de particuliers qui s'envoient de la valeur d'un pays à un autre. Aujourd'hui c'est 600 milliards à l'échelle d'une année, c'est un marché en croissance. Donc il y a les néobanques par exemple se sont accaparés du sujet, mais comme leur sous-jacent ça reste le système financier classique, il y a toujours en fait une friction et des frais qui sont appliqués. On peut pas avoir en tout cas gratuité et instantanéité. Les cryptos s'en sont aussi emparés, mais la problématique des cryptos c'est que là aussi on a toujours des frais et pas nécessairement une instantanéité. Et en tout état de cause aujourd'hui les cryptos sont pas toujours extrêmement reconnus par tout le monde, pas nécessairement acceptés. Il y a des problématiques juridiques. Nous, l'avantage, c'est qu'on est basé sur l'or. L'or, c'est une monnaie ou une paramonnaie depuis près de 5000 ans. Aujourd'hui, dans le monde, vous avez des particuliers, des entreprises, des banques qui s'en servent, même des États. Je prends le cas, par exemple, de certaines banques qui s'en servent tous les jours pour faire des opérations, leur permettant justement d'éviter de payer certains frais financiers qu'elles pourraient elles-mêmes s'appliquer. Donc, on part du principe, et on connaît bien, nous, ce métier, puisque ça fait 10 ans qu'on le fait par le biais d'autres entreprises, qu'on a moyen en fait de le décomplexifier et de mettre à la portée un petit peu de tout le monde cette ingénierie qui est sous-jacente. Donc nous aujourd'hui, comment on le met en œuvre? Ah bah c'est fini. C'est la question. C'est la question. Comment ça marche? Suspense. Comment ça marche? Vous le saurez la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Non, je plaisante. Jean, première question alors. Comment ça marche? Alors de manière très simple, nous ce sont des métaux qui sont physiquement, donc plutôt de l'or ou de l'argent métal qui sont stockés dans des coffres ultra sécurisés qu'on peut avoir à l'étranger ou en France. Donc l'étranger ça peut être la Suisse, ça peut être la Belgique, ça peut être la France. Et ensuite tous ces métaux, on les a entre guillemets tokenisés. Donc j'utilise aujourd'hui ce terme parce que il commence à être connu, de manière à ce qu'on puisse faire des opérations sur le coût informatique sur cette propriété. C'est-à-dire que si on a 1 kilo d'or, imaginons, qui est stocké dans un coffre, il va pas bouger physiquement quand il en change de propriété. C'est juste l'affectation qui est modifiée. Donc ce kilo, il va être en fait partagé en millions de petites parts qui sont celles justement qui vont être transférées d'une personne à une autre. Donc il va être aussi bien utilisé quand il s'agit d'un transfert de l'application que l'on a, donc je t'envoie l'équivalent de 10 euros, ou bien lorsqu'on utilise notre instrument de paiement qui est une Mastercard qui permet dans n'importe quel pays d'aller retirer de l'argent dans un ATM, dans la devise locale, et à ce moment-là il y a une conversion qui s'opère entre le compte que l'on a en or et la devise locale avec à ce moment-là le prix le plus plancher possible, puisque notre modèle économique se situe en fait non pas sur les échanges, donc quand on est au sein de Veracash, donc cette monnaie matière physique, on ne prend rien. Par contre, celui qui y rentre, c'est-à-dire qui va transformer ses euros en Veracash, donc en or, en argent métal, etc. Là, on va prendre un pourcentage. Ou s'il décide de sortir par un virement sortant, par exemple, il veut absolument vendre toute sa matière, il veut un virement sur son compte bancaire, là, on va prendre un pourcentage. Donc en fait, globalement, le modèle, c'est vous êtes actif, vous envoyez de la valeur, c'est gratuit. Vous êtes plutôt dans une logique de thésaurisation. C'est là que on collecte les commissions qui nous permettent de fonctionner et d'équilibrer en fait le système. Et
que l'on considère aujourd'hui scalable, c'est-à-dire qu'on part aujourd'hui d'un marché français et que l'on souhaite étendre à l'international. Donc on a déjà un contact avec un petit pays qui souhaite adopter Veracash comme une monnaie complémentaire parce qu'il a des soucis par rapport à sa monnaie nationale, et un arrondissement de Paris dont je ne peux pas citer le nom mais qui est très orienté tourisme et qui souhaite que Veracash soit une monnaie complémentaire parce qu'il voit l'intérêt justement par rapport au lien avec des personnes qui peuvent venir de l'étranger. Et donc, du coup, c'est à la fois pour les clients particuliers, pour les entreprises aussi? Tout à fait, dans des usages différents. C'est-à-dire que le particulier, ça va être plutôt, imaginons, une famille, une personne va envoyer de la valeur d'un pays à un autre. Dans le cas d'une société, ça va être plutôt sur des opérations style cash pool ou netting, pour se transférer de la valeur au sein d'un même groupe et éviter de payer des frais financiers, alors que si cette société avait par exemple une monnaie interne, elle aurait aucun frais parce que c'est juste que du transfert de valeur au sein d'un groupe. On n'a pas besoin de passer par les banques pour ça. Mais donc attends, si je t'envoie 100 € de la France à la Suisse, toi tu reçois cet argent en Suisse, tu veux le retirer avec une Mastercard ou autrement, je dois payer quelque chose pour ça? Alors si tu le retires en Mastercard, effectivement, nous là sur le coup on ne prendra pas de frais, mais il y aura les frais interbancaires, mais qui sont extrêmement légers si on compare par rapport à d'autres banques. L'intérêt c'est surtout de rester dans le Veracash. Et c'est là, je comprends pas, je vais utiliser donc l'argent comment, cette monnaie comment? Je vais en faire. Prendre un exemple. Ouais. Aujourd'hui, quand tu utilises une crypto-monnaie ou même une monnaie classique, tu n'es pas nécessairement obligé de sortir de ta monnaie. Tu peux rester dans cette monnaie. Oui, mais son circuit de distribution est assez important. Pardon ? Le circuit de distribution de cette monnaie est assez important. Exactement. Donc nous, ce que l'on doit développer aujourd'hui, au-delà des particuliers avec lesquels on travaille, c'est développer des relais, notamment de professionnels, qui vont accepter le Veracash de manière native, contre en fait un avantage pour le particulier qui va aller chez ce professionnel, donc un commerçant, etc. Notamment par exemple par du cashback. Donc le commerçant, lui, il est content parce qu'il fidélise un client qui vient le voir, et l'utilisateur, lui, il est content, il a récupéré du cashback sur l'opération. Et comment vous allez vous y prendre précisément justement pour réussir à convaincre tous ces commerçants? Est-ce que vous allez faire des partenariats avec des moyens de paiement classiques? Alors nous, c'est déjà ce qu'on est en train de mettre en place, et ça c'est des choses qui vont apparaître début 2019 par le biais d'accords avec des grands groupes qui sont déjà installés auprès de grandes sociétés, qui ont la capacité de déployer notre instrument de paiement comme aujourd'hui ils peuvent déployer plein d'autres instruments. Donc ça veut dire que nous, assez vite, on devient potentiellement concurrent d'autres outils qui sont utilisés et reconnus sur la place, parce que effectivement, comme vous le dites, il faut que très vite, de manière assez massive, on puisse proposer ce genre d'outils. Il n'est pas question de faire du marketing style je lance la peinture à travers une grille, mais plutôt de trouver les partenariats forts qui permettraient de se déployer de manière très rapide. Nous, l'exemple que je prenais tout à l'heure du petit pays qui peut nous permettre de très vite nous déployer, mais pour autant, pour s'y déployer, il faut y aller, contacter les commerçants, etc., faire de la communication locale. Un arrondissement comme celui sur lequel on se trouve sur Paris, c'est pareil, il y a quand même c'est qui ce pays là? Arrêtez, vous nous faites saliver là. Ça commence par un V, ça finit par un A, avec qui on hyperinflation? C'est un petit pays, non, pas du tout. Ça aurait pu, mais on est arrivé trop tard. C'est un petit pays. On est arrivé trop tard. C'est dommage parce que justement, il y avait un vrai sujet avec eux. Ouais, bon. Ça fait penser aussi à Western Union, hein, effectivement, votre proposition, ils ont 25% du marché, je crois. Clairement. C'est quoi la commission d'un Western Union quand on fait un transfert d'argent à l'autre? Ouais, c'est très variable, vous allez prendre 10-15%. Ouais, c'est pas nécessairement autant, tout dépend comment vous transférez. Mais si je prends un exemple générique global, aujourd'hui dans le monde, quand vous envoyez 200 € d'un endroit à un autre, vous avez à peu près 7% qui sont pris. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui encore un énorme marché, même si il a été pris par les néobanques qui font un certain boulot par rapport à ça, par les cryptos mais qui ne sont pas encore reconnus. Et donc nous on considère aujourd'hui, en parallèle du système financier, tout en étant extrêmement régulé et contrôlé, il y a un vrai sujet. Et aujourd'hui, enfin on l'a pas inventé, hein, les grandes banques internationales font ça tous les jours parce qu'elles connaissent en fait les techniques. Sur la page Wikipédia de Western Union, là ils ont été créés en 1851. Jean. C'est pas tout jeune. Non, c'est pas tout jeune. Ça va être difficile hein, quand on voit Lydia qui a créé son réseau avec les particuliers, un peu comme Pumpkin, et qui après est rentré chez les commerçants. On voit l'effort à déployer. Et encore, eux, ils ont plutôt bénéficié d'une bonne traction. C'est costaud comme pari. Exactement, mais ça, on en a pleinement conscience. Donc, est-ce que notre volonté... Il faut combien de cash pour faire ça, pour faire du Veracash? Nous aujourd'hui là sur la levée on avait fait un crowdfunding en début 2007 qui avait plutôt marché, on avait levé un peu plus de 500 000 €. Là on est plutôt sur une levée de 3 millions d'euros parce que l'objectif c'est de créer les outils qui vont nous permettre de toucher ces grands réseaux, ces professionnels qui nous permettront
très vite de nous implanter comme étant acceptés dans le plus grand nombre d'endroits possibles et imaginables. Merci. Ultime question, Gabriel, pour le Veracash. Ou c'est bon, vous avez fait le tour, vous avez fait votre. Non, si, votre choix, j'ai encore plein de questions, évidemment. Ouais, bah une seule. Je vais en choisir une seule. Ouais. Non, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe? Alors, on est une dizaine de personnes réparties entre marketing, dev, relations clients. D'accord. On a face à nous, en fait, on a dégagé 17 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 sur cette seule activité. Voilà, il y a 15 000 clients qui nous suivent, donc si vous faites le calcul, enfin vous pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas tous les chiffres, mais globalement chaque client à peu près sur son panier autour de 3 000 euros. Donc on a une population qui est très engagée, très active, et donc voilà, aujourd'hui on est sur un modèle scalable parce qu'on arrive à trouver un équilibre avec notre fonctionnement, d'où l'intérêt de passer une échelle internationale en dupliquant en fait notre modèle de développement qui était à la base basé sur le bouche à oreille et sur un marketing extrêmement light. Merci beaucoup Jean-François, vous restez avec nous. On va rappeler Mike à tout à l'heure qui était avec nous donc à 21h. Mike Desjardins pour Utili avec un Y qui voilà, vous facilite le déménagement et en plus c'est jusqu'à 2 fois moins cher. Hein. Vous voyez notamment l'exemple du Parican, 2000 et quelques euros à la concurrence, 1200 euros seulement chez vous. Mike, merci d'être revenu. Donc bravo à tous les deux, donc Jean-François et Mike. Là il faut se décider. On a 2 minutes, Gabriel et Jean pour débriefer. Peut-être Jean, je le sens chaud là pour nous dire tout de suite qui pourrait demain être chez Kima Ventures, le fonds de Xavier Niel. C'est hyper compliqué parce que du côté de Veracash, c'est très proche de ce qu'on voit côté token, côté Bitcoin, ICO, etc. Et donc toutes ces monnaies alternatives, c'est quelque chose sur lequel on a du mal à se positionner, pour être tout à fait honnête, parce que ça demande des moyens colossaux pour devenir finalement des faire-valoir suffisamment massifs sur les marchés. Et du côté d'Utili, c'est quand même piège parce qu'il vient de m'expliquer juste à la fin de son pitch qu'il allait venir concurrencer Trust. Sauf que Trust, ça fait hyper longtemps qu'on les suit et on est investisseur chez eux. Donc si tu restes sur le déménagement, bon, peut-être on peut discuter. Trust, c'est le transport de marchandises, c'est ça? Il faut expliquer. C'est le Trust, pardon, c'est le transport effectivement de marchandises, principalement B2C. Donc vous allez chez Leroy Merlin, Ikea, vous faites vos courses. En sortant de là, un Trust vient récupérer vos affaires et vous les dépose chez vous on n'a pas au bon prix. vocation à les concurrencer, mais c'est juste qu'on est déjà sur du déménagement et du coup quand on a un client qui réutilise notre service, on le laisse faire. Bon, moi j'ai qu'un conseil, plus on est focus et mieux on réussit, et on sera ravis de te recevoir chez Kima. Bon, bah alors, Utili plutôt pour Jean. Gabriel, vous chez Blackfin Capital, chez qui vous pourriez mettre des billes demain là? Je pense que ce serait chez Utili également, quoique c'est vrai que Blackfin investit que en fintech et assurtech. Mais c'est vrai que pour Veracash, autant je trouve qu'il y a des très belles réalisations, 15 000 utilisateurs, 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou c'est peut-être du volume d'affaires, mais enfin en tout cas c'est beaucoup, c'est quand même plutôt volume d'affaires. Oui, très impressionnant. Ouais, c'est plutôt du volume d'affaires, mais les deux sont nécessairement liés. Donc. Oui, non, mais je suppose. D'accord. Parce qu'on leur vend de la matière au final. Mais c'est vrai que c'est des enjeux qui sont très ambitieux, sur lesquels il faut vraiment réussir à tisser un effet de réseau et des communautés dans notre cas en fait. Oui. Pas nécessairement toucher toute la planète, mais toucher des communautés qui vont pouvoir faire circuler le Veracash en interne. En fait, c'est ça, nous, on a besoin de capter toute la planète, mais à partir du moment où on touche, par exemple, un grand groupe, et qu'au sein de ce groupe, ils utilisent, par exemple, le Veracash comme une monnaie circulante, ça touche aussi bien le responsable du trésor que le responsable RH, que le marketing. Il engage ses clients, il engage ses salariés, il peut trouver des partenaires industriels avec lesquels travailler. Donc, en fait, voilà, nous, c'est pour ça qu'on considère qu'il n'y a pas tant de marketing que ça. Et bon, pour être depuis 20 ans sur le sujet, je peux vous considérer que c'est beaucoup plus simple que ce que vous imaginez. Bon, Jean-François pas totalement perdu parce que visiblement Gabriel hésite encore. Donc vous allez faire un truc, c'est que quitter le studio et continuer le pitch, mais le débrief donc on en reparle hors antenne parce que malheureusement on n'a plus le temps. Merci à tous les deux, merci Gabriel et Jean d'avoir été là ce soir pour respectivement Blackfin Capital et Kima Ventures. Et donc Mike Desjardins d'Utili et Jean-François Forêt étaient nos deux start-upers ce soir. Jean-François de Veracash.